Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la radio des poètes dissidents. Dans l'émission d'aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez les plus grands poètes français du romantisme français. Interviews, chroniques ou grands débats, tous nos formats et toutes nos équipes de reporters ont été mises à contribution. Et puis, comme d'habitude, nous terminerons cette édition sur une note un peu plus légère, avec la présentation exclusive de notre anthologie, qui paraîtra le mois prochain aux éditions Diane de Cellier, sur le thème du récit de l'expérience personnelle, ainsi que notre traditionnelle chronique série et cinéma. Mais tout de suite, nous vous proposons de découvrir notre premier auteur. Poète et dramaturge engagé, il s'est notamment illustré dans ses combats politiques. Il s'agit bien sûr de Victor Hugo. Au micro de notre journaliste Vincent, Victor Hugo s'est confié sur les grands moments de sa vie. Écoutez. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Victor Hugo. Bonjour. Bonjour. Nous allons donc aujourd'hui vous poser quelques questions pour en savoir plus sur votre vie et sur vos œuvres. Donc première question, où êtes-vous né? Je suis né à Besançon en 1802. D'accord. Et vos parents, leur profession Ma mère était nantaise et lorraine, femme au foyer. Et mon père était officier dans l'infanterie. J'ai vu que vous vous êtes installé quelque part en 1809. Où exactement? Je me suis installé à Paris, dans l'ancien couvent des Feuillantines. Et quelles études avez-vous suivies? J'ai suivi des études scientifiques, plutôt dans la préparation des polytechniques au lycée Louis-le-Grand. L'année 1821 est une année importante pour vous. Pourquoi? Déjà pour une première part, la mort de ma mère, en 1821 bien sûr. Et je fonde donc avec mes frères le conservatoire littéraire, qui me fait donc reconnaître des milieux littéraires. Vous vous êtes marié? Quand et avec qui? Je me suis marié à 20 ans, en octobre 1822, avec une amie d'enfance, Adèle Fouché. Et vos premiers succès? Mes premiers succès sont les odes et les poésies diverses. Très bien. Vous avez donc été le maître du mouvement romantique. Qu'avez-vous remporté en 1830? J'ai remporté une ardente bataille autour de mon drame Hernani. Et 3 ans plus tard, qu'avez-vous fait? J'ai commencé à faire la comédie avec une comédienne, Juliette Drouet. Puis, vous disparaissez 10 ans plus tard. Pourquoi? Car ce fut en 1843 une année noire pour moi, car ma fille est morte. Et donc, j'ai commencé une carrière politique. Vous vous intéressiez donc à la politique. Et quel parti? Dans le camp des libéraux. J'ai entendu parler d'un exil. Effectivement, dû au coup d'état de Louis Bonaparte, ça m'a ruiné mes espérances. Ça m'a donc contraigné à m'exiler. Donc je suis réfugié en Belgique, puis à Jersey, puis à Guernesey. Et vous êtes retourné un moment? Ouais, je suis retourné à Paris en 1810, dont je fus triomphalement accueilli. Merci beaucoup, Victor Hugo. Et si Victor Hugo avait raconté son exil sur Twitter? Nos chroniqueurs se sont posé la question. C'est l'heure de la chronique Tweetcom. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la radio des poètes dissidents. Comme vous le savez, Victor Hugo est en exil sur l'île de Jersey à la suite du coup d'État. Son exil lui a inspiré un poème et c'est mon collègue Justin qui va vous le lire. Devant les trahisons et les têtes courbées, je croiserai les bras, indigné mais serein. Sombre fidélité pour les choses tombées, soit ma force et ma joie et mon pilier d'airain. Oui, tant qu'il sera là, qu'on cède ou qu'on persiste, ô France, France aimée et qu'on pleure toujours. Je ne reverrai pas ta terre douce et triste, tombeau de mes aïeux et nid de mes amours. Je ne reverrai pas ta rive qui nous tente, France, or le devoir, hélas, j'oublierai tout. Parmi les éprouvés, je planterai ma tente, je resterai proscrit, voulant rester debout. J'accepte l'après-exil, n'eut-il ni fin ni terme. Sans chercher à savoir et sans considérer si quelqu'un a plié, qu'on aurait cru plus ferme, et si plusieurs s'en vont qui devraient demeurer. S'il n'en est plus que 1000, eh bien j'en suis. Si même ils ne sont plus que 100, je brave encore Scylla. S'il n'en demeure 10, je serai le 10e, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Durant son exil, il s'ennuie beaucoup. Du coup, il a écrit quelques tweets en disant ce qu'il ressent et c'est mon deuxième collègue, Maxime, qui va vous les lire. Bonjour, c'est Maxime. Alors je vais commencer avec le premier tweet. Exilé par Napoléon III, je songe à mon retour en France et à son emprisonnement. #destitution. Je vais passer tout de suite au deuxième. La prochaine fois que je reviens en France, je suis un homme mort, un homme qui a combattu pour la #République France. Donc ici, il n'a pas encore perdu l'espoir il croit encore revenir en France. Le troisième tweet. En exil, je ne reverrai pas ta terre douce et triste. #France.
Donc là, on peut voir, il a perdu l'espoir de revenir en France et donc il est triste. Le prochain, j'accepte d'être en exil tant que je ne te vois pas, être Napoléon III. Donc là, il est plein de chagrin et donc il est obligé d'insulter Napoléon III. Le cinquième tweet, s'il n'en reste plus qu'un opposant de Napoléon, moi je serai cet opposant et je ferai tout pour le faire souffrir, comme moi en exil. Donc ici dans ce tweet, il est très désespéré et il le montre. Le sixième tweet, moi je te montrerai César ton cabanon, être Napoléon III, hashtag mettez-le en prison. On passe au septième, ma France, mon pays bien-aimé, tu me manques. Donc ici, Victor Hugo, il montre ses émotions qui sont tristes et mélancoliques. Et là, le dernier tweet de Victor Hugo, depuis l'île où je suis, je ne reverrai pas ta rive qui nous tente, hashtag France, hashtag triste. Donc là, il parle de la belle France qui lui manque beaucoup. Et voilà, c'est la fin de notre chronique. Merci de votre attention. Bonne journée! Et on termine cette première partie avec notre traditionnel grand débat qui cette semaine oppose Victor Hugo et Alfred le Petit à Napoléon III. Vous le savez, ces trois hommes n'ont pas les mêmes visions, ni les mêmes idéologies. Les passes d'armes politiques entre Victor Hugo et Napoléon III sont nombreuses. Vont-ils trouver un terrain d'entente? C'est l'heure d'accueillir nos trois invités. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes en compagnie de Victor Hugo qui sera opposé dans un grand débat à Napoléon III. Messieurs, bonjour. Bonjour et merci de votre accueil. Bonjour. Bien, commençons. Le débat portera sur la prise soudaine de pouvoir par Napoléon III. Monsieur Hugo, vous avez fortement désapprouvé la décision du gouvernement Napoléon III. Effectivement, j'ai été bouleversé et trahi par la prise de pouvoir ayant eu lieu le 2 décembre 1851. J'ai pris la décision de protester contre le pouvoir en m'exilant. Écoutez, j'ai fait un choix qui me semblait raisonnable pour tout le peuple français et surtout pour la France. Cependant, j'ai été obligé de procéder de cette manière, étant donné que la Constitution me l'interdisait. Et je ne vois pas en quoi j'aurais trahi le peuple. Privé du jour au lendemain, le peuple français n'est pour vous pas une trahison. J'ai fait ce qui était bon pour redynamiser la France. Ce n'est que le terme de coup d'État qui gêne, car en soi ce n'est pas exactement un coup d'État, mais une prise de pouvoir forcée pour ne pas violer la loi des constitutions. Je pourrais presque dire que je respecte la loi. Il est tout à fait vrai qu'exécuter un coup d'État fait partie des lois qui gèrent le pays. Vous n'avez donc pas compris l'immense intérêt. Oui, j'avoue que j'ai violé quelques textes de loi, mais ne me dites pas que vous avez toujours été irréprochable. Mais n'auriez-vous pas exécuté ce coup d'État juste pour l'ivresse du pouvoir ? Non, ça serait terriblement déloyal envers le peuple, et je pense qu'il y a déjà eu trop de tyrans en France. Le prétexte du pouvoir n'est absolument pas justifié. En effet, j'ai prêté serment de loyauté. Je doute encore fortement de la véracité de vos propos, mais on verra dans les semaines à venir si ce que vous avez dit est vrai. Merci à vous. Merci. Bonjour et bienvenue sur la radio des poètes dissidents. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Alfred le Petit. Bonjour à vous. Bonjour, merci de votre accueil. Mais c'est un plaisir pour nous. Alfred le Petit, vous êtes connu de nos auditeurs pour vos caricatures qui paraissent notamment dans la revue La Charge et que vous avez fondée. Vous caricaturez l'Empire et vous ne regrettez rien ? Oui, je caricature en partie Napoléon III et je ne regrette pas de montrer notre cher empereur son véritable jour. Je vois. Et que reprochez-vous à la politique de Napoléon III ? Je lui reproche son manque d'honnêteté suite à son coup d'État. Il a trahi la confiance des Français en prenant le pouvoir. Nous continuons cette édition avec un nouvel auteur. Connu notamment pour son roman Confession d'un enfant du siècle et pour sa liaison tumultueuse avec George Sand, Alfred de Musset se confie sur les étapes qui ont fait de lui l'homme et le poète que l'on connaît. Interview réalisée par notre journaliste Océane. Bonjour, aujourd'hui sur la radio des poètes dissidents, nous accueillons Alfred de Musset. Bonjour Alfred de Musset. Bonjour. Je vais vous poser plusieurs questions. Tout d'abord, quand êtes-vous né ? Je suis né à Paris le 11 décembre 1810. Dans quel milieu de vie avez-vous grandi ? Je suis né dans un milieu de vie assez aisé avec une famille de grande culture. Quelles études avez-vous suivies ? J'ai suivi de brillantes études supérieures au lycée Henri IV, mais j'ai rapidement laissé mes études pour l'université des Cénacles. C'est évidemment le lieu où tous les poètes se rencontrent. Quand est-ce que votre carrière a débuté ? Ma carrière a débuté en 1830 quand j'ai publié mon premier recueil, Contes d'Espagne et d'Italie. Comme vous pouvez le savoir, nous avons entendu que vous avez eu une relation avec George Sand. Et donc, est-ce qu'elle a été une source d'inspiration pour vos œuvres ? Oui, elle a été une source d'inspiration pour mes œuvres,
car elle m'a aidé à acquérir une maturité qui m'a permis de composer d'autres œuvres. Quelles sont ces œuvres? Ces œuvres sont le récit de la confession d'un enfant du siècle et les 4 poèmes des nuits. Quelle était votre relation avec George Sand? Avec George Sand, j'ai vécu une grande passion amoureuse. Et quelle est la cause de votre rupture? Je suis tombé malade, elle m'a trompé avec le médecin qui s'occupait de moi. Quand ce médecin est reparti dans sa ville natale, nous nous sommes remis ensemble, mais bien évidemment, notre relation était plus pareille car nous ne nous faisions plus confiance. Pouvez-vous nous expliquer le code secret des lettres que vous avez échangé avec George Sand? Le code secret des lettres, comme vous pouvez le voir, si vous étiez attentif, il faut sauter une ligne. Nous étions très amoureux l'un de l'autre, mais nous nous sommes trop éloignés. Puis nous nous sommes retrouvés, nous avons donc commencé à nous écrire énormément de lettres, comportant des avances plus ou moins dissimulées. Et je pense que ces nombreux échanges de lettres viennent de notre très grande passion amoureuse. Merci d'être venu, Alfred de Musset. C'était un plaisir de vous avoir sur notre station. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine sur la radio des poètes dissidents. Cet auteur torturé également a accepté de se livrer à notre psychologue en rédaction. Je vous propose tout de suite d'écouter cette entrevue pour le moins inédite et surprenante. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur la radio des poètes dissidents. Aujourd'hui, nous allons vous présenter avec notre experte en psychologie, Madame Hilal, un poète contemporain qui fait beaucoup parler de lui. Il s'agit bien sûr d'Alfred de Musset. Bonjour Monsieur Musset. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour à vous aussi Hilal. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de rencontrer cette personnalité si connue des Français et qui aujourd'hui déchaîne tant les chroniques. Eh bien, justement, nous allons y revenir. Alors, Monsieur Musset, nous savons, car vous le dites dans vos œuvres, que vous êtes un personnage étrange, mélancolique, pessimiste. Oui, c'est exact. Je suis un personnage complexe et je l'assume. Il faut dire que je n'ai pas eu une enfance facile. Ah bon? Développez, s'il vous plaît. Eh bien, c'est une chose que je n'ai encore jamais dite à personne. Mais durant mon enfance et mon adolescence, je voyais une personne vêtue de noir qui me ressemblait comme un frère. Fascinant. Poursuivez. Il venait et disparaissait rapidement, et quand il le voulait, je ne pense pas qu'il était humain, c'était une sorte de fantôme. Quoi? Un fantôme? Mais enfin, Monsieur Musset. Je vous jure! Je pense que vous étiez victime d'hallucinations. Mais allons, elle n'était pas chronique. La première fois que je l'ai vue, c'était lorsque j'étais écolier, alors que je révisais une nuit parce que j'étais bon élève, voyez-vous. Un enfant qui me ressemblait comme un frère, devant ma table, il vint s'asseoir. C'était un pauvre enfant vêtu de noir. Son visage était triste et beau. Il vint lire avec moi. Oui, je vois. La fois suivante, il avait changé d'apparence. J'avais alors 15 ans et je marchais à pas lents dans un bois. Il vous parlait tant que vous y êtes? Non. En revanche, cette fois, il tenait un luth et un bouquet d'églantines. Que dirait Freud de tout cela? Il faudrait chercher la symbolique de ces deux objets. Il vous est encore apparu par la suite? Oui, à l'âge où je faisais beaucoup la fête, et alors que je portais un toast, je vis en face de moi un convive vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Il secouait sous son manteau un haillon de pourpre en lambeaux. Le plus étrange, c'est que mon verre, en touchant le sien, se brisa dans ma main débile. Et ensuite? Il a disparu. D'accord, vous dites tant qu'il était bien présent en chair et en os, mais que chaque fois que vous le revoyez, il changeait d'apparence. Mais que cherchait-il alors? J'en ai aucune idée, mais c'est vous la psy. Votre cas est vraiment complexe, il faudrait l'approfondir. Je vous conseille de prendre au plus vite rendez-vous avec moi. Je crois que sur ces sages paroles, cette interview va prendre fin. Et ne vous en faites pas, Monsieur Musset, j'accepte l'échec. Sur ces bonnes paroles, merci encore à nos invités et bonne journée à tous, chers auditeurs. Je vous propose à présent de marquer une courte pause dans la présentation de nos illustres poètes et vous invite à découvrir de nouveaux auteurs encore méconnus. Si la renommée leur manque, le talent, lui, est bien présent. Voici quelques-uns de leurs poèmes que nous avons sélectionnés cette semaine. Le labyrinthe, ô labyrinthe, toi qui vis bien sortir des hommes, le long de tes sentiers, sous tes intenses feuillages, confidente des jeux, des cris et des paroles, spectateur à qui les âmes avouaient leur ouragan,
Ô labyrinthe, rappelle-toi de ceux qui sont nés un jour d'été blessés, tes mousses et tes herbes, car ils ont repéré là des baisers purs, apparence de feuilles, apparence d'écorce, apparence de rêve. Ô labyrinthe, tu fus aimable en quittant le souhait, fleurir ces millions de fleurs au fond de ton pâturage, l'ombre devint plus fraîche, un frisson de délice, subjuguer les deux cœurs et toute la nature. Ô labyrinthe, évoque-toi de ceux qui sont survenus, un jour d'été blessés, tes herbes solitaires, et contempler, distrait, tes arbres ingénus et le pâle océan de tes vertes fougères. Aboutissons plus vite. Et le déclin vient et les trésors périssent. Jetez ma tristesse, belle déesse qui me l'expédie. Une perte de chagrin. Bébé ironise, ô jumelle surveille. Te tourner sur l'immense chaussée, ô hypocrite vrille qui arrive à mon cri. Les enthousiasmes qui détruisent les ardeurs. Sur la promenade de Grenelle, les auteurs et les dessins. Fut de paix cette Grenelle. Ne prépare donc pas le crâneur. Aboutissons plus vite, l'appellation de l'alpha oméga. Aboutissons plus vite. Toutes les jambes laconiques naissent là-bas le long du trottoir. Sur son cœur, notre gouvernement a mis ce bois de jeunes hommes qui engage Dru le long du trottoir. Aboutissons plus vite, pas le sang bleu, aboutissons plus vite. Ta fenêtre, Julien. Nous revenons à présent avec pour cette 5e partie un nouvel auteur. S'étant illustré aussi bien dans l'écriture de pièces de théâtre que de poésie, Alfred de Vigny a connu, au-delà de ses succès littéraires, plusieurs tourments dans sa vie privée. Récit d'un homme plutôt chanceux dans les lettres et plutôt tourmenté dans la vie, au micro de Célie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la radio des poètes dissidents. Aujourd'hui, nous allons accueillir Monsieur Vigny qui a gentiment accepté de venir à notre rencontre pour une petite interview. Oui, je suis très content de venir. Alors, voici la première question. Combien de temps avez-vous pris pour écrire Les Destinées ? Donc, pour écrire Les Destinées, j'ai pris une bonne quinzaine d'années. Pourquoi n'avez-vous jamais combattu lors de votre première carrière militaire ? Car lors de ma carrière militaire, j'étais blessé au genou lors d'une manœuvre. Pouvez-vous parler de votre enfance ? Oui, je peux, ouais. Je suis né dans une famille très brillante. Mon oncle Hugo de Vigny était chevalier de l'ordre de Malte en 1717. Et j'ai aussi eu 3 frères et sœurs qui sont tous morts étant très jeunes. Ma mère décidait tout pour moi. J'étais comme un petit chien qui lui obéissait au doigt et à l'œil. Et à quel âge avez-vous perdu votre mère ? J'ai perdu ma mère quand j'avais 41 ans. C'était une épreuve très très difficile. Et êtes-vous un fils à maman, comme on le dit ? Oui, je le suis. Sans ma maman, je ne serais rien devenu. Et pourquoi avez-vous passé tellement de temps dans le cénacle de Victor Hugo ? Parce que j'admirais beaucoup Victor Hugo. Et aussi, j'étais ennuyé de ma vie monotone. Et enfin, nous arrivons déjà à la dernière question. Pouvez-vous nous dire quel métier faisait votre père ? Mon père était un ancien officier vétéran de la guerre de 7 ans. Il était âgé de 60 ans et c'était aussi l'année de ma naissance. C'est déjà la fin de notre interview. Merci Monsieur Vigny de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci à vous. Cette semaine, dans la chronique « Réécris ce poème », on vous propose de découvrir la réécriture de Ilona, Louis et Benjamin. Dans cette réécriture satirique, nos chroniqueurs ont choisi de remplacer le loup par un homme politique, bien connu du grand public. Une relecture incisive et hilarante. La mort d'un grassouillet. Les nuages couraient sur les Champs-Élysées, comme sur le chômage que l'on voit augmenter, et à cause des lois sans intérêt de ce gros vagabond. Nous marchions en criant « Hollande, démission !» dans les étroites rues et dans les grandes avenues, lorsque, sous des huées pareilles à des cris aigus, nous avons aperçu les grands bourrelets marqués de celui qu'on appelle « président sans succès ». Nous l'avons écouté retenant notre haleine, suivant son pas de baleine. Ni son poids ni sa haine ne le pousseraient à se représenter. Seulement, héros en deuil criaient au firmament. Car la gauche, élevée bien au-dessus des pamphlétaires, n'effleurait que de leurs critiques ce gros débonnaire. Rien ne bruissait donc lorsque, baissant la tête, sur son vieux scooter, il est allé retrouver sa Juliette, alors que Macron, en marche, les griffes puissantes, étendit devant le grassouillet son ombre menaçante. Lui que jamais, à l'Élysée, l'on ne vit en défaut, a murmuré tout bas devant son adversaire que tout était faux. Nous avons alors préparé nos bâtons, prêts à aller bâtonner cet imposant poltron, l'observant poser depuis l'Élysée, avec angoisse, pleurant et serrant sa cravate. Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris
Alors il a saisi dans sa gueule beuglante son siège présidentiel pris d'une peur violente et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de bâton qui se noyaient dans sa chair. Ses pensées tout entières furent tournées vers les victuailles qui avaient constitué, plus tôt ce matin, sa ripaille. Jusqu'au dernier moment, seul à l'Élysée, il attendit le moment béni d'être libéré. La mort du loup. Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme sur l'incendie où va fuir la fumée. Et les bois étaient noirs jusqu'à l'horizon, nous marchions, sans parler, dans l'humide gazon. Nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retournant notre haleine, et le pas suspendu. Ni le bois, ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs. Seulement la girouette en deuil criait au firmament. Car le vent, élevé bien au-dessus des terres, n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires. Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête, lui que jamais ici l'on ne vise en défaut, a déclaré tout bas que ces marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de 2 grands loups cerviers et de 2 loups vedeaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux, et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, nous allions pas à pas en écartant les branches. Il s'est jugé perdu puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante, du chien le plus hardi la gueule pantelante, et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair. Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps avant lui sous ses pieds à rouler. Et plus sérieusement, qu'est-ce que nous apprend réellement ce poème? Nos journalistes se sont attaqués à l'épineux problème philosophique qu'il soulève. Écoutez plutôt. Bonjour et bienvenue sur la radio des poètes dissidents. Nous sommes aujourd'hui avec Benjamin, un célèbre philosophe. Bonjour. Étant vous-même un stoïcien, pouvez-vous dire que la morale de la mort du loup de Vigny est stoïque? La morale de la mort du loup est stoïque, parce que le loup accepte la mort, il accepte de se sacrifier pour sa famille et se comporte en tel un père de famille, comme le fait la plupart des animaux, contrairement à l'homme qui, lui, est épicurien et tue la bête en lâche. Pouvez-vous dire qu'il est mieux d'être stoïcien qu'épicurien? Oui, il est mieux d'être stoïcien, parce qu'on ne se confronte qu'à ses problèmes qu'une fois on les règle et on n'en a plus. Alors qu'être épicurien, on rejette ses problèmes, on les refoule à chaque fois. Vous pensez qu'il ne sert à rien de s'occuper de ces problèmes car nous mourrons tous de la même manière. Mais la mort est-elle pour vous une délivrance? La mort n'est pas une délivrance, mais une étape. Et on meurt tous, donc il faut mieux être stoïque. Comme ça nous permet de mourir heureux et non en lâche et tout seul en étant épicurien. Pensez-vous réellement que l'on peut être fier d'être stoïque? Oui, il faut être fier d'être stoïque, parce que justement l'épicurien rejette la société et s'enfuit, s'isole, et donc il ne vit pas heureux. Donc il faut accepter d'être stoïcien et en être fier. Vous avez honte des hommes, mais vous êtes vous-même un homme. Qu'est-ce qui vous différencie? J'ai des convictions stoïques, je suis stoïque, et j'accepte de régler mes problèmes et d'y être confronté, et non de les refouler en permanence, toute la vie. Vous qui considérez les animaux comme plus sages, croyez-vous en une réincarnation? Non, je pense que les animaux sont mieux que nous, ils sont plus sages, mais je ne crois pas en la réincarnation. Très bien. Merci, c'était Benjamin sur la radio des poètes dissidents. On enchaîne sur une note plus musicale cette fois. Compositeur de talent et pianiste de renom, Frédéric de Chopin a marqué à jamais l'histoire de la musique classique. Je vous propose de découvrir son portrait réalisé par notre journaliste Antoine. Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur la radio des poètes dissidents. Aujourd'hui nous accueillons un très grand artiste, Monsieur Chopin. Bonjour. De quelle origine êtes-vous d'abord? Je suis polonais. Mon père il est lorrain et ma mère elle est polonaise. Était-il plutôt aisé ou pauvre? Mes parents étaient très riches, on avait un château à nous tout seuls et on pouvait s'acheter ce qu'on voulait. Et quelle relation avez-vous eue avec vos parents? Mes parents, c'est les personnes que j'aimais le plus au monde. Je les aimais même plus que ma femme et je partageais tout avec eux. Et où avez-vous été formé? J'ai été formé au conservatoire de Varsovie. Et pourquoi ces études d'abord? J'ai fait ces études parce que la musique, le piano, ça m'intéresse beaucoup. Et je veux améliorer mes compétences
Et que pensez-vous de la France? Je trouve que la France est un très beau pays. Il y a un beau paysage. Et pourquoi y avez-vous émigré? J'y étais parce que en Pologne, il y avait la guerre. Et on y allait avec mes parents. Et à quel âge avez-vous commencé à jouer dans un orchestre? J'avais 8 ans, j'y suis allé. Et en fait, c'est le truc la sensation d'être avec un groupe devant une grande foule, ça c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. Écoutez, je vous remercie de votre participation à cette interview. Hein. Sur ce, au revoir. Hein. Autre artiste de talent, tout ne destinait pourtant pas Georges Brassens à la musique et encore moins à la poésie. Adolescent difficile, il parvient néanmoins à combler ses lacunes pour devenir l'illustre talent que l'on connaît aujourd'hui. Histoire du parcours semé d'embûches de ce chanteur qui a tant repris les plus illustres poètes romantiques au micro de Antoine. Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur la radio des poètes dissidents. Aujourd'hui nous avons l'immense honneur d'accueillir Georges Brassens. Bonjour. Bonjour. D'abord, comment se passe votre enfance? Alors je suis né en 1928. Je commence ma scolarité à l'âge de 4 ans dans une institution catholique. À 12 ans, je rentre au collège et j'étais loin d'être un élève studieux. Mais après l'école, je préférais plutôt les jeux, les bagarres, les bains de mer et les vacances. En 1936, vous commencez à découvrir la poésie grâce à qui? Je découvre la poésie grâce à mon professeur de français, ouais. Avez-vous eu un modèle particulier? Mon modèle, durant mon adolescence, a été Charles Trenet, qui cogite tout ce qu'il aime. Il a été vraiment un modèle pour moi. Et avez-vous eu des ennuis particuliers? À 16 ans, le printemps 1938, je me retrouve mêlé à une fâcheuse aventure. Je subtilise tout ce que je vois, bagues, bracelets, à ma sœur et dans la rue, partout. Et j'ai risqué, et j'ai même été en prison. Et mon père m'a cherché au poste de police, pensant qu'il allait m'engueuler, et au final n'a rien fait. Et êtes-vous conscient de ce que vous avez fait ou pas? J'étais conscient, mais bon, pour moi, ça n'avait aucune valeur, et je ne réfléchissais pas à ce que je faisais. Et que se passe-t-il après cela? Je persuade mes parents à me laisser tenter ma chance à Paris, et partir de Sète pour la musique. Et suite à ces péripéties, comme vous dites, vous rebondissez. Que faites-vous? Je rentre dans cette école et après cela, j'apprends la littérature et j'acquiers une grande culture littéraire. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et à une autre fois. Je vous propose aujourd'hui de découvrir une anthologie qui paraîtra, je vous le rappelle, dans quelques semaines. Nous accueillons aujourd'hui Léo, qui est à la tête de notre collectif, les Poètes Dissidents. Notre groupe a sélectionné pour vous des poèmes romantiques traitant du thème et de l'expérience personnelle et en a réalisé une anthologie. Cette anthologie, d'ailleurs, a été illustrée avec talent et c'est pourquoi nous recevrons également Ambre, qui fait partie des illustrateurs qui ont élaboré ce projet. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur la radio des poètes dissidents. Aujourd'hui, nous accueillons Léo, directeur du collectif des poètes dissidents, et Ambre, illustratrice. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de nous avoir invités. Bonjour, merci. Le 24 avril prochain paraîtra aux éditions Diane de Cellier, votre anthologie de poèmes romantiques sur le thème de l'expérience personnelle. Nos auditeurs et moi-même sommes curieux. Pourquoi avoir choisi de ne vous intéresser qu'à la poésie romantique ? La poésie romantique est sous-représentée et n'intéresse pas grand monde. Nous avions envie de redonner envie à nos lecteurs de découvrir de grands classiques méconnus de la littérature française. Et pourquoi ne choisir que des poèmes qui parlent de l'expérience personnelle des poètes ? L'expérience personnelle est pour chaque être humain quelque chose qui le caractérise. Cela nous permet aussi d'en savoir plus sur la vie, les sentiments et les expériences vécues du poète. Nous pouvons ainsi, en lisant les poèmes, ressentir les mêmes émotions que lui. Comment les poèmes ont-ils été sélectionnés ? Nos camarades et nous-mêmes avons parcouru des recueils de poésie afin de choisir des poèmes parlant à chacun en fonction de nos goûts personnels. Combien de poèmes contient votre anthologie ? Notre anthologie contient 15 poèmes, chacun illustrés. L'originalité de votre projet et que votre maison d'édition Diane de Cellier a encouragé est d'avoir choisi d'illustrer votre anthologie. Les illustrations sont magnifiques. Je peux vous le dire, chers auditeurs, car j'ai dans les mains et en exclusivité l'anthologie à paraître.
D'emblée, une illustration se démarque particulièrement. C'est celle qui illustre la première de couverture. Alors pourquoi ce choix ? L'illustration de première de couverture a pour principal dessin une balance avec du côté gauche des fleurs et du côté droit un crâne avec un arbre mort du côté droit et du côté gauche une cascade. Donc le côté gauche symbolise la vie avec les fleurs et le côté droit avec un crâne, une bougie et des pièces symbolise la mort. La balance en elle-même représente la vie sur son terme et pour l'instant la balance penche du côté gauche. Mais on voit que accroché à l'arbre, un sablier est suspendu au-dessus du crâne et la corde peut rompre à tout moment. Ce qui symbolise que la vie peut s'arrêter à tout moment et basculer du côté de la mort. Et dans le reste de l'anthologie, chaque poème est illustré. Cela a dû vous demander un travail conséquent, enfin je suppose. Oui, effectivement, l'illustration a pris énormément de temps et nous a demandé énormément de rigueur. Et ces illustrations, sont-elles originales ? Chaque illustration est unique en son genre. Très bien, merci pour votre interview exclusive et remarquable, comme votre travail. Nous vous encourageons, chers auditeurs, à vous précipiter chez votre libraire à la sortie de cette anthologie qui vaut, croyez-moi, son pesant d'or. Bonne journée à tous et encore merci à nos invités. C'est maintenant l'heure de votre chronique cinéma, quand la poésie flirte avec le 7e art. Cette semaine, notre chroniqueuse s'est posé la question suivante. En quoi la poésie peut-elle changer l'homme et le monde ? Et pour répondre à cette question, elle a choisi le film Le Cercle des poètes disparus, un long métrage de Peter Weir qui raconte l'histoire d'un professeur qui, grâce à la poésie, aide ses élèves à s'émanciper. Capitaine, oh mon capitaine, c'est la chronique de Marine. Toujours dans notre chronique cinéma, on accueille maintenant Marine qui va nous parler d'un film très connu. Bonjour Marine. Bonjour. Oui, donc ce film s'appelle Le Cercle des poètes disparus, il date de 1989. Et de quoi parle ce film ? Est-ce que tu peux un peu nous faire un résumé ? Ce film parle de Todd Anderson, qui est le héros du film, et son groupe d'amis qui se trouve dans une école prestigieuse. Dans cette école, ils font la rencontre d'un professeur appelé Keating qui leur enseigne la littérature anglaise d'une manière peu courante, comme par exemple, à un moment, il demande aux élèves de déchirer les pages du manuel traitant de la poésie. Il encourage à créer un groupe où ils peuvent se permettre des libertés qu'ils n'ont pas dans le lycée. Sa manière d'enseigner va à l'encontre des règles du lycée et encourage ses élèves à refuser l'ordre, à vivre la vie comme eux le sentent. Par exemple, Todd suit ce que son père lui dit, devenir médecin, alors qu'il veut devenir acteur. Au cours de l'année, Todd s'inscrit pour un rôle au théâtre et obtient le premier rôle. Monsieur Keating encourage Todd. Après avoir appris que son fils Todd avait un rôle au théâtre, son père est devenu furieux et à la fin de la discussion, Todd se suicide. Le groupe se fait découvrir et les élèves sont sévèrement punis. Et tu peux m'expliquer un peu pourquoi Todd, le personnage principal, donc choisit de se suicider ? Il a choisi de se suicider parce qu'il n'a pas pu aller au-dessus des paroles de son père. Et est-ce que tu pourrais dire que l'atmosphère dans ce film, elle est stricte ? Est-ce que l'ambiance dans l'école est stricte ? Oui, l'ambiance est stricte car vu que les garçons ils n'ont pas le droit de sortir, pas le droit de voir de filles. De plus, à un moment dans le film, il y a un téléphone qui sonne quand les élèves sont rassemblés dans le réfectoire devant tout le monde et l'élève, c'est un élève du cercle du poète disparu qui répond et qui dit « c'est Dieu qui veut vous parler au directeur ». L'élève a été sévèrement puni, ce qui prouve l'univers strict. Mais où alors est la liberté ? Où est-ce que finalement les personnages du film arrivent à se libérer ? Dans le cours de Monsieur Keating, et ce qui encourage ses élèves à créer un groupe de poésie, la poésie devient un espace de liberté et de revendication. Et en quoi est-ce qu'il y a une tonalité légère dans le club qui forme finalement ? La tonalité est légère parce que les groupes jouent les textes, invitent des filles, fument, se taquinent et jouent de la musique, ce qu'ils n'ont pas le droit à faire au sein de l'école. Et qu'est-ce que critique le film finalement ? Le film critique l'univers strict des écoles d'Angleterre à cette époque. Et pour finir, qu'est-ce que l'on peut retenir du film ? Finalement, quelle est la morale qu'a voulu transmettre le film ? La morale du film, c'est qu'il faut être libre comme Monsieur Keating ou Todd, même si à la fin ils échouent vu que Monsieur Keating se fait virer du lycée.
Roxane a également réalisé une chronique exclusive sur le film de Truffaut, l'histoire d'Adèle H. Notre journaliste s'intéresse au portrait que Truffaut nous délivre de la fille de Victor Hugo à travers ce film. On enchaîne maintenant avec notre chronique cinéma et aujourd'hui Roxane va nous parler d'un film un peu spécial. Bonjour Roxane. Bonjour. Donc l'histoire d'Adèle H est un film réalisé par François Truffaut dont l'actrice principale est Isabelle Adjani. C'est une jeune femme brune à la peau blanche, elle a les yeux foncés et c'est la deuxième fille de Victor Hugo, la première qui s'était noyée lors d'une balade dans un lac. Isabelle Adjani garde tous les bijoux de sa sœur mais ne veut pas les porter, ce qui montre qu'elle est mélancolique et qu'elle montre une part de folie. Dans l'histoire, Isabelle tombe amoureuse du lieutenant joué par Bruce Robinson, mais lui est contre le fait qu'elle soit partie sans rien dire à ses parents, et cette fuite est compréhensible car son père l'avait délaissée après la mort de sa première fille, Léopoldine, et Isabelle en souffrait beaucoup, ce qui explique aussi en partie sa folie. Elle écrivait beaucoup de lettres à son père en attendant une réponse, mais c'était à chaque fois un échec. Dans le film, le personnage fait de plus en plus de cauchemars en voyant à chaque fois l'épisode de la mort de sa sœur. Et c'est un leitmotiv du film. Isabelle est une femme très triste car le lieutenant ne l'aime pas, son père ne donnait plus aucune nouvelle de lui et car elle rêve sans cesse de la mort de sa sœur. Donc elle sombre petit à petit dans la folie. Et donc François Truffaut donne un portrait tragique d'Adèle H. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? C'est un film qui m'a plu car ça montre... ça montre que après la mort de sa sœur, Isabelle s'est renfermée sur elle-même. Elle était triste et vraiment elle souffrait beaucoup de la situation. Notre émission touche bientôt à sa fin. C'est l'heure à présent de la chronique de notre serial killeuse Ilona, qui s'est intéressée à la série A Young Doctor's Notebook et à l'influence du romantisme sur cette série très contemporaine. Bonjour chers auditeurs, et c'est maintenant l'heure de notre chronique avec notre chère serial killeuse qui va nous parler aujourd'hui d'une nouvelle série. Bonjour Ilona. Bonjour. Alors, de quelle série tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors, je vais parler de la série A Young Doctor Notebook. C'est une série adaptée des nouvelles de Mikhail Bulgakov. La première saison est apparue entre le 6 et le 27 décembre 2012 et la deuxième saison est apparue entre le 21 novembre et le 12 décembre 2013. Et de quoi parle cette série exactement ? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé ? Alors, la série est basée autour de l'histoire du docteur Vladimir Baumgard. C'est un docteur fraîchement diplômé. Il a été envoyé travailler en Russie dans une campagne où il y a un ancien hôpital. Ce même personnage est joué par deux acteurs, John Hamm, qui l'interprète quand il est âgé, et par Daniel Radcliffe, qui l'interprète lorsqu'il est plus jeune. Ces deux personnages dressent un journal intime tout au long de la saison. C'est un recueil personnel donc, du docteur lui-même. Et on peut parler ici d'introspection, puisque le personnage se parle à lui-même à travers ces deux rôles. Et il faut savoir aussi que John Hamm, personne ne le voit, et que Daniel Radcliffe est le seul à le voir dans la série. Donc si je comprends bien, John Hamm et Daniel Radcliffe jouent exactement le même rôle dans la série, c'est ça ? Oui, c'est pour ça qu'on peut parler d'une introspection. Et tu as parlé d'un univers macabre dans la série, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'univers ? Alors, l'univers macabre est d'abord abordé à travers le jeu des couleurs qui sont assez sombres et assez froides, mais aussi grâce au décor et aux filtres d'images qui sont assez incolores. Et puis le lieu où prend place l'histoire, c'est-à-dire l'hôpital, et le fait que la série se déroule en hiver, et le rappel de la neige, ça rappelle beaucoup l'univers macabre dans le romantisme. Et en quoi est-ce que le personnage de Vladimir, il est mélancolique ? Alors, au début, avant d'opérer, il est souvent très angoissé, c'est pour ça qu'il est beaucoup maladroit, il a beaucoup de maladresse, enfin, il fait un peu n'importe quoi, il sait pas vraiment comment utiliser ses outils de travail. Puis, en plus de ça, il est drogué, il se drogue à la morphine pour justement fuir ses problèmes. Et puis, du coup, on peut mettre la série en parallèle avec Dr House. Et puis, il y a aussi les autres personnages qui font partie du personnel de l'hôpital, qui sont assez bizarres et qui portent un certain fanatisme à l'ancien docteur de la série, justement. Et comment le personnage principal parvient-il à surmonter ses addictions ? Alors, comme je l'ai dit plus tôt, il a dressé un journal, ça aide le moi du futur à sortir de la drogue, lui aussi. Et puis le journal, tout le long de la série, il sert de narration, il renforce le lien entre le Vladimir âgé et le Vladimir plus jeune. Et c'est pour ça que l'écriture dans la série a un rôle libérateur, et ça permet au moi du futur de replonger dans sa jeunesse. C'est la fin de cette émission. Merci à nos équipes qui ont contribué, et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur la radio des poètes dissidents. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.